Eh bien, je vous propose de commencer. Bonjour à tous et bienvenue à ce deuxième webinaire AWS dédié au secteur de la santé. Il est réalisé en partenariat avec la CIH, la Centrale d'achat de l'informatique hospitalière, et notre partenaire Claranet. Donc, pour me présenter, Philippe Lowe, je m'occupe des partenaires et des éditeurs au sein de l'équipe santé chez AWS. Donc, cette session est dédiée aux aspects de sécurité des données de santé. Elle a été initialement imaginée pour les établissements de santé. Cependant, on a constaté de nombreux éditeurs logiciels qui s'étaient inscrits et qui sont connectés aujourd'hui. Et donc, on a adapté notre présentation en conséquence. En préambule, je profite de l'occasion pour vous annoncer l'arrivée d'Adrien Lenné dans notre équipe en tant qu'ingénieur d'affaires santé et donc dédié au secteur de la santé chez nous. Bienvenue Adrien, et je ne doute pas que beaucoup d'entre vous le connaissent déjà. Voici l'agenda de notre webinaire. Donc en introduction, Régis Kaminski de la CIH nous présentera rapidement le marché cloud, HDS. Alors pour ceux d'entre vous qui étaient déjà présents à notre premier webinaire, il s'agit d'une redite, donc ce sera exactement les mêmes messages. Mais bien sûr, pour ceux qui n'étaient pas présents, c'était important de renouveler ce message. Ensuite, Julien Royer, architecte solution dans nos équipes, détaillera les fondamentaux de la gestion de la sécurité au sein du cloud AWS. Il reviendra aussi sur les sujets du Cloud Act et du Privacy Shield, qui sont des points régulièrement soulevés par nos clients. Nicolas Malaval, architecte solution santé, adressera plus spécifiquement les aspects de certification HDS. Et donnera ensuite la main à Christophe Jodry, directeur santé chez Claranet, qui nous détaillera comment ils accompagnent leurs clients en explicitant la mise en œuvre de la conformité HDS. On prendra ensuite des questions-réponses et on conclura et on répondra aux différentes questions que vous nous aurez posées. Pour cela, vous avez un outil dans l'outil Chatter de GoToWebinar dont vous disposez pour nous poser vos différentes questions. Je vous rappelle aussi qu'en fin de webinaire, vous aurez un formulaire d'évaluation et je vous remercie dès à présent d'y répondre. Vos retours et commentaires sont précieux pour nous. Eh bien, maintenant, je cède la parole à Régis Kaminski. Merci beaucoup et à tout à l'heure. Bonjour à tous, donc je suis Régis Kaminski, je suis acheteur à la CIH et je vais vous présenter notre marché hébergement de données de santé. En guise d'introduction, je voulais juste vous présenter rapidement notre structure. La CIH, nous sommes la centrale d'achat de l'informatique hospitalière. Nous sommes une association loi 1901 à but non lucratif. Notre mission, notre rôle, c'est d'être un accélérateur à la transformation digitale des établissements en proposant des marchés massifiés en adéquation avec la transformation numérique des établissements et notamment la transformation à l'usage des services en ligne et plus globalement des services à très haute valeur ajoutée autour de la sécurité des systèmes d'information. Donc aujourd'hui, nous adressons nos marchés à environ 1300 adhérents. Quelle a été notre stratégie autour de ce marché? Elle est très simple. Le marché HDS, notre volonté, ça a été et c'est d'accompagner l'ensemble de nos adhérents dans la définition et dans la mise en œuvre d'une stratégie d'hébergement soit cohérente, cohérente avec l'héritage technologique des GHT d'une part et avec leur projet médical d'autre part, mais aussi de respecter l'ensemble du cadre défini par à la fois le RGPD et également par la certification hébergeur de données de santé. Et donc, au travers du lotissement proposé, comme vous le voyez à l'écran, et de prestations d'accompagnement à la décision, eh bien, nos adhérents ont le choix d'externaliser tout ou partie de leurs infrastructures vers un cloud privé ou bien vers un cloud public. C'est l'objet des lots 1, 2 et 3.
ou bien d'externaliser leur sauvegarde ou leur plan de reprise d'activité, c'est l'objet des lots 4 et 5, ou enfin, pour les plus matures, bien de se lancer dans le processus de la certification HDS afin d'être eux-mêmes acteurs du cloud. Donc, ce qui nous intéresse aujourd'hui, évidemment, c'est le lot 2. Je précise que l'ensemble des lots de ce marché sont des lots à bon de commande. Donc, nous ne faisons pas de marché subséquent à la CAIH sur le marché HDS. Donc, le lot 2 est un lot cloud public via Space Supervision Applicative. Ce lot vise à apporter aux établissements une infrastructure mutualisée, externalisée, mais surtout certifiée HDS pour une période donnée, afin d'apporter de la souplesse tactique à un établissement avec de la facturation à l'usage ou au temps d'utilisation. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un accord cadre de 2 ans qu'on a notifié en juillet 2019 et qui sera renouvelé pour 2 ans de plus si l'année prochaine on considère que ce lot a été bien calibré. Et c'est un lot multi-attributaire. Donc, au terme d'un dépouillement qui a été assez apte, nous avons retenu 3 sociétés sur ce lot, la société SCC, la société Adista et la société Claranet. Alors, ce qui va nous intéresser aujourd'hui dans cette présentation et dans ce que je vais vous dire, c'est que nous avons proposé dans ce lot une offre multi-cloud, c'est-à-dire que les soumissionnaires pouvaient ou pas ne répondre en incluant plusieurs partenaires. Et nous, à la CAIH, il nous paraissait extrêmement important d'offrir cette possibilité de confronter à l'hégémonie de Microsoft un concurrent de taille qui soit capable de le challenger sur toutes les lignes de son offre. Et c'est pour cette raison que dès l'annonce officielle de la certification HDS d'Amazon début 2019, si ma mémoire est bonne, eh bien, nous avons modifié notre marché in extremis en proposant à nos adhérents cette concurrence. Et donc là-dessus, c'est aussi important de souligner que seulement ces 2 cloud providers, Microsoft et Amazon, proposaient un cloud public certifié HDS qui était conforme aux attentes du cahier des charges au moment de l'appel d'offres. Donc voilà, donc il se trouve que sur les 3 sociétés retenues, donc nous avons la société SCC et la société Claranet qui proposent un choix, une externalisation vers de l'Azure ou vers de l'AWS. C'est évidemment au pouvoir discrétionnaire des établissements. Voilà, donc aujourd'hui, l'enjeu de ce webinaire et de la présentation qui va vous être faite, eh bien, c'est de porter aussi à votre connaissance que l'offre d'AWS, eh bien, elle est disponible à la CAIH via l'une des 2 sociétés porteuses de son catalogue. Et donc, évidemment, on vous indique sur cette slide la marche à suivre. Très rapidement, sachez que pour accéder à cette offre-là, il faut être adhérent au marché HDS. Et donc, si vous remplissez nos critères d'éligibilité, à savoir être un établissement public de santé ou privé à but non lucratif, ou bien si vous êtes une structure d'utilité publique qui exerce dans le domaine de la santé, alors le processus d'adhésion est ultra rapide, environ 24 heures, pour que vous puissiez consommer sur ce marché-là. Voilà, donc sur l'une des slides, vous avez mes coordonnées. Donc n'hésitez pas évidemment à revenir vers moi pour toute question liée à ce marché-là. En ce qui me concerne, je vous remercie de m'avoir écouté et évidemment, je vous souhaite une excellente présentation et je rends la main aux intervenants d'Amazon qui vont dérouler leur présentation. Voilà, merci. Excellente journée. Au revoir. Merci Régis, merci Philippe pour cette introduction et toutes ces informations fournies. Donc je m'appelle Julien Royer, je suis solution architecte dans l'équipe secteur public d'AWS en France et je vais vous parler un petit peu de sécurité aujourd'hui. Donc le cloud AWS principalement,
on parle souvent de la sécurité et pour nous c'est le job zéro. Donc c'est important. Alors je l'ai laissé en anglais parce que c'est une notion qui est difficile déjà à traduire en français. La sécurité c'est le job, le travail zéro. Ça veut dire qu'on a construit AWS pour être sécurisé et on a considéré que les clients ne viendraient pas s'il n'y avait pas le niveau de sécurité qui était suffisant. Donc, lorsqu'on va parler de sécurité sur AWS, c'est important de comprendre que au centre de tous nos services, de tout ce qui se passe, on va retrouver le service Identity and Access Management qui est là pour vérifier que toutes les actions qui sont réalisées, il y a bien une personne qui a les droits et c'est la bonne personne qui, en effet, est en train de le réaliser. Donc, on va avoir toute cette notion-là qui est très importante, en effet, et surtout, on va déployer, AWS déploie énormément de contrôle de sécurité pour s'assurer que le niveau, en effet, correspond au niveau le plus élevé chez nous. C'est-à-dire que les clients, on va considérer que ce sont des données qui sont le plus haut niveau de sécurité qui est appliqué, et on va faire plus de sécurité qui est nécessaire, en effet, pour aller et permettre que nos clients puissent venir chez nous. Ça passe principalement par une notion qui est liée au CID, qui est le confidentialité, intégrité, disponibilité. Et pour comprendre ça bien, dans le fond, il faut aller sur la disponibilité. Et nos services, en effet, ont une expansion par région. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle d'AWS, vous vous retrouvez face à 24 régions, plus 4 qui sont en train d'être sorties. AWS a créé une infrastructure qui se veut extrêmement redondante. C'est-à-dire que vous allez avoir chaque région qui est totalement indépendante les unes des autres, et ainsi, lorsque vous allez construire une solution, quand vous mettez vos données quelque part, on va parler un peu plus tard, en effet, vous allez voir qu'il y a pas mal de choses qui sont faites avec en réflexion dans le fond de se dire, possiblement, je peux perdre mes data centers, il peut se passer des choses, il faut quand même que le service fonctionne. Et du coup, ça a un impact direct sur la sécurité. Alors pour aller un peu plus dans le détail, lorsqu'on prend une région, on va parler souvent de zone de disponibilité ou DAISY. Une ASY, en effet, c'est un cluster de data center. Donc si je prends la zone de Paris, je vais me retrouver avec 3 ASY, c'est le nombre de zones de disponibilité par défaut. Et donc dedans, je vais me retrouver avec entre 1 et plusieurs data centers. Certains vont même à 6, 7 data centers à l'intérieur. Donc ça peut monter assez haut. Chaque data center, c'est entre 50 000 et 80 000 serveurs physiques à l'intérieur, pour vous donner une petite idée. Mais du coup, lorsque vous allez travailler, vous n'allez pas travailler avec un data center, vous allez travailler avec une zone de disponibilité. Vous n'allez pas dire je veux aller dans ce data center-là pour mettre mes données. Vous allez parler d'une ASY et du coup, vos données vont bien arriver dans un data center, mais il faut comprendre qu'aujourd'hui ou demain, si vous décidez d'avoir deux serveurs, par exemple, dans un data center, enfin dans une ASY sur AWS, ou deux serveurs, un qui serait à Paris et l'autre en Irlande, par exemple, le coût est le même. Donc, lorsque vous allez commencer à construire sur AWS, en effet, vous êtes les architectes de votre propre réussite. C'est-à-dire que vous allez pouvoir, en effet, monter différents niveaux de disponibilité là-dessus. Et c'est important de comprendre ça pour la sécurité parce que, principalement, lorsque vous avez, par exemple, un incident qui peut arriver quelque part, par exemple, je sais pas, aux États-Unis ou en Irlande ou à Francfort, si vous avez des données là, mais que vous les avez aussi en France, par exemple, vous avez toujours un moyen déjà de savoir que, ils sont séparés, ce sont pas du tout les mêmes systèmes, et que du coup, chacun opère de manière indépendante. Et grâce à cette indépendance-là, lorsqu'on parle de la localisation des données, vous allez pouvoir choisir, quand vous allez installer vos systèmes, vos solutions, de dire je veux les installer spécifiquement dans une région, la région de Paris en l'occurrence là, et vous êtes sûr qu'il n'y a aucune réplication qui va arriver, qui soit automatique par AWS. Vous allez bien sûr avoir dans l'option dans certains services d'aller, par exemple, répliquer des informations ou des données ou des bases de données d'une région à une autre, si vous le souhaitez, mais c'est vous qui allez le déclencher, c'est vous qui êtes le déclencheur et qui choisissez en effet où vous allez l'avoir. Donc c'est vous qui contrôlez tout le contenu, comment vous allez l'installer, dans quelle base de données, etc.
il va même avoir des outils qui vont pouvoir vous aider là-dessus, type CloudTrail par exemple, qui vous permettent de savoir en effet tout ce qui se passe au niveau des services AWS. Lorsque vous êtes au niveau par exemple de la région de Paris, toutes les actions que vous allez faire, par exemple lancer une instance, l'arrêter, poser un objet sur S3 par exemple pour le stocker, tout ça, ce sont des appels API et tout ça est stocké et du coup est lisible dans les logs de CloudTrail. Et AWS Config, par exemple, vous permettra aussi de vérifier votre conformité en vérifiant que toutes vos instances ont par exemple leur disque dur qui est chiffré automatiquement. Donc tout ça, en effet, ça va dans un même sens, hein, qui prouve que AWS fait tout ce qu'il peut, en effet, pour être donner en tout cas le contrôle de ces données aux clients. Nous sommes d'ailleurs aujourd'hui GDPR compliant, hein, conforme à la RGPD, et du coup, vous pouvez voir aussi dans le DPA, dans nos Terms and Services, pour avoir plus de détails. Le modèle de responsabilité, il est partagé chez AWS. Alors, comme vous pouvez bien avoir comme idée, AWS en fait construit ou vous propose des blocs à construire, un peu comme des Lego, et du coup va être en charge de ce qu'on voit en dessous de la ligne blanche ici, c'est-à-dire toute la partie calcul, stockage, base de données et réseau. En effet, on va être en charge d'avoir toutes ces informations-là, de mettre en place tous ces services-là, et au-dessus, en effet, c'est vous qui allez choisir comment vous voulez définir votre réseau, vos firewalls, si vous voulez en mettre, quelle plateforme j'utilisais, quel OS, quelle application, etc. et vos données qui sont dessus. AWS ne doit pas être responsable et de manière générale n'a pas accès de toute façon. Si par exemple vous lancez une instance Windows, on n'a pas accès en terminal serveur dessus, on n'a pas d'accès spécifique, on fait même en sorte de s'enlever tous les accès qui potentiellement pourraient être des accès vers les environnements virtuels des clients. Pour nous, le plus important, c'est d'éloigner les humains de la donnée du client, parce qu'on ne veut pas que ça arrive. Donc, on met ce qu'on met au maximum des scripts qui sont certifiés, qui sont audités, et qui, vous pouvez vérifier via des interfaces. En effet, chez nous, on a Artefact qui vous permet de vérifier, en effet, la conformité de nos contrôles de sécurité. Alors, ça c'est pour des services d'infrastructure, hein, par exemple les capacités de calcul, les disques, etc. Mais cette notion de responsabilité, bien sûr, elle change avec le temps. Si je parle par exemple de modèles comme RDS, qui est un service de base de données, en effet, AWS va installer pour vous l'OS, va installer pour vous la version de MySQL que vous vouliez, par exemple. Et après, en effet, c'est vous qui choisissez à l'intérieur comment vous donnez l'accès aux données, comment vous rangez la donnée. Bien sûr, tout ça, c'est vous qui êtes en charge. Mais vous allez même pouvoir dire à AWS, en effet, quelle est la fenêtre pour mettre à jour ce que vous voulez. Mais donc, du coup, tout ça, ça remonte le niveau de responsabilité. Et c'est ce qu'on a essayé justement d'avoir avec les certifications HDS, etc. C'est ces services-là, au fur et à mesure, en effet, on essaie de les certifier avec un niveau de conformité qui correspond à votre besoin. Le troisième modèle de responsabilité, ce sont pour tous les services abstraits, donc là de type par exemple S3, qui est pour faire du stockage d'objets. On va se retrouver face à par exemple un service sur lequel vous n'avez pas besoin de définir quelle est la taille de l'instance, comment je vais faire pour scaler si j'ai par exemple je passe de 1000 objets à 1 million, comment ça va se passer. On s'occupe de tout ça, vous vous occupez juste de placer dedans vos objets, de mettre en place les autorisations et les droits d'accès, et en fait vous appuyez sur AWS pour ce service-là. Donc c'est assez simple, mais en effet, ce modèle de responsabilité, il faut toujours l'avoir en tête, parce qu'en effet, c'est dans ce cas-là ici, quand vous faites appel à un opérateur, en effet, c'est l'opérateur qui vient en plus installer ses propres services, par exemple, dessus. Parlons un petit peu maintenant du Cloud Act et du Privacy Shield. Hein. Alors le Cloud Act, ça fait déjà un moment qu'il existe, hein, mais le Privacy Shield a fait parler de lui plutôt récemment avec Schrems 2. La décision de la Cour de justice, mais il est important déjà de parler du Cloud Act et faire la transition après vers Schrems 2, c'est intéressant. Le Cloud Act, il vient à la base, en fait, c'est une évolution des Stored Communication Act, hein, qui date de 86. C'était principalement c'était Microsoft qui a été mis en fait à qui l'État américain avait demandé des informations en fait d'une messagerie électronique en Irlande, et suite à ça, en fait, parce que c'était du coup des informations que voulaient les États-Unis qui étaient sur un autre pays, ils ont décidé de mettre en place le Cloud Act,
le Cloud Act n'est pas lié au cloud de manière générale, mais c'est en fait le Clarifying Lawful Overseas Use of Data, c'est en fait un framework, une sorte un document qui explique comment faire la perquisition en effet d'informations pour des Américains, pour des entreprises sur sol américain, mais aussi qui vendent des services américains, on va le voir après, et du coup qui permet à d'autres pays de venir s'intercaler dedans et de dire, en effet, si vous permettez de venir qu'on vienne perquisitionner chez vous, vous pouvez venir aussi chez nous perquisitionner. C'est des accords. Et donc, c'est ce qu'on a déjà avec US-UK Executive Agreement en 2020 qu'on a eu, et bientôt en Australie. Donc, c'est pas quelque chose en effet qui s'applique systématiquement, sur lequel il y a pas de droit, mais c'est en effet c'est bien en effet un Cloud Act qui va c'est une loi qu'on va pouvoir aussi contester de notre côté. On va le voir par la suite. Alors, à qui s'applique exactement le Cloud Act? Déjà, c'est à tous les services de communication électronique. Donc, en fait, principalement, c'est toutes les entreprises qui sont un peu transverses, qui vont fournir des services comme les clouders, bien sûr, mais aussi des fournisseurs de messagerie, tout ce qui est plateforme de social media. Et donc, soumis à la juridiction américaine, ce sont des gens qui ont des contacts minimaux donc avec les États-Unis. Les contacts minimaux, ça c'est du jargon législatif, mais en gros, c'est-à-dire toutes les entreprises basées aux États-Unis, mais aussi toutes les entreprises basées à l'étranger, dans certaines circonstances, par exemple, qui font des investissements aux États-Unis, qui ont de la présence physique, qui ont des relations avec les fournisseurs et qui ont des employés aux États-Unis. Donc ça reste très très large, d'accord, comme application, mais principalement c'est pour des personnes, en tout cas des ressortissants aussi, principalement américains. Et donc, le Cloud Act par rapport au RGPD, comment est-ce qu'il s'oriente? Déjà, le Cloud Act, il reconnaît le droit aux fournisseurs de contester, donc ce que fait AWS de manière générale, parce que si on devait appliquer le Cloud Act et que potentiellement ça peut enfreigner une loi étrangère, en effet, on va se retrouver dans une situation qui n'est pas agréable. Donc du coup, en effet, c'est ce qu'on va faire systématiquement. On va évaluer déjà la requête qui va arriver et on va évaluer aussi les lois françaises dans ce cas-là, ou européennes, et voir en effet ce qu'on peut faire. Mais de toute façon, la position de base d'AWS, c'est de contester. Parce que c'est plus facile en effet que pour ce genre de requête, en effet, de passer directement sur l'entreprise et qu'ils ne contactent pas un cloudeur. Maintenant, avec les dispositions en effet des droits en effet européens ou français, en fait, on peut s'opposer à la demande en fait très facilement, demande de Cloud Act, et comme et d'ailleurs on affiche ces informations-là sur notre site web, en effet le nombre de requêtes qu'on a et auxquelles on y répond. Mais en tout cas, avec le Cloud Act, ça ne remplace pas le RGPD et en effet on continue à garder le RGPD en place, donc forcément les données ne quittent pas l'Europe. Dans tous les cas, vous allez avoir plusieurs choses en effet que vous allez pouvoir mettre en place. Vous allez pouvoir déjà chiffrer vos données sur AWS si vous voulez vous protéger par rapport à ça. En effet, la loi américaine n'impose pas, il n'y a pas de déchiffrement, je mis décryptage, mais c'est déchiffrement pour en effet des données comme ça. On a des services type KMS et Cloud HSM qui sont des services qui sont certifiés FIPS 140-2 sur lesquels on ne peut pas sortir les clés de chiffrement, même si vous utilisez nos services, on ne peut pas sortir ces clés-là, c'est fait pour. En fait, on a des systèmes qui sont basés aussi sur Nitro, qui sont basés aussi sur des ASIC, qui permettent de chiffrer extrêmement rapidement sans avoir d'impact sur les performances. Nitro aussi protège, c'est un système, c'est un système de construction de serveurs qui permet de s'assurer que aussi on ne peut pas accéder à la RAM, parce qu'en effet, on a limité tous les accès en fait sur les instances virtuelles. Aussi, il existe en France, mais des tiers parties qui permettent, qui proposent des services de chiffrement. Si les chiffrements d'AWS ne vous conviennent pas, vous pouvez prendre un chiffrement supplémentaire à côté qui pourrait faire ce travail. Dans les certifications AWS, vous allez pouvoir retrouver certains contrôles qui sont écrits noir sur blanc. Alors vous pouvez les retrouver dans le service qui s'appelle Artefact sur AWS. Nous avons tous nos rapports d'audit qui sont dedans. Et dedans, vous retrouvez le AWS CA 3.5 déjà qui est intéressant parce qu'il indique que déjà seules les personnes autorisées à accéder au contenu par rapport à ce que vous avez mis en place avec IAM peuvent accéder en effet à vos données. Et dans ce cas-là, c'est bien vous seul qui avez accès à vos données quand vous êtes sur AWS. Et le AWS CA 12.9 qui vient dire en effet AWS n'exporte pas les données en dehors de la région.
Donc, vous avez, en effet, avec déjà ces contrôles-là, une idée que vous n'avez pas vos données qui sortent de là. Alors, le dernier point sera avec Shrem 2 et le Privacy Shield. Le Privacy Shield, à la base, c'était censé couvrir le transfert de données personnelles de l'Europe vers un pays qui serait en dehors de l'espace économique européen. Et il se trouve que la Cour de justice européenne a décidé que le Privacy Shield était invalidé. Alors, si vous utilisez aujourd'hui une région AWS dans l'EE, en effet, vous ne transférez pas vos données en dehors de l'EE. Donc forcément, le Privacy Shield ne s'applique pas. Vous n'en avez pas besoin, en fait, parce que vous n'êtes pas en train de sortir vos données en dehors de l'espace. Par contre, si vous décidez d'utiliser AWS dans une autre région, en Australie, imaginons, ou les États-Unis, en effet, là, vous devez, ce qu'on vous conseille, en tout cas, c'est de faire une évaluation des lois locales dans le pays d'exportation. Et a priori, cette décision a déjà été prise par la Cour de justice, c'est-à-dire que aujourd'hui c'est pas adéquat. Et une fois que vous avez fait en tout cas cette évaluation des lois locales, on a déjà des standards contractual clauses, des clauses de standards contractuels qui sont inclus dans notre DPA, dans le Data Privacy Addendum, qui est dans nos Terms and Services, qui va vous protéger, vous assurer une certaine sécurité sur les données. De plus, vous avez la possibilité, en effet, de rajouter des mesures, comme le chiffrement, par exemple, pour complémenter les CSCC si elles manquent. Donc voilà, c'était pour vous donner une petite idée de ce à quoi on fait face aujourd'hui. Nicolas, je te passe la main pour terminer. Merci Julien et bonjour à tous. Je suis Nicolas Malaval, donc je suis architecte solution dans l'équipe santé en France et moi je vais vous parler principalement de la certification HDS. Donc Julien l'a bien expliqué, il y a ce qu'on appelle un modèle de responsabilité partagée dans le cloud, c'est-à-dire que AWS est responsable de la sécurité du cloud et le client ou son partenaire est responsable de la sécurité dans le cloud. Donc nous avons eu la certification HDS début 2019 et la certification HDS, pour ceux qui ne le savent pas, a 6 activités. Donc on peut être certifié sur une ou plusieurs de ces activités. Nous sommes certifiés aujourd'hui sur toutes les activités sauf l'activité 5 et j'y reviendrai un tout petit peu plus tard. Il y a des activités qui sont très naturellement qui ressortent de la sécurité du cloud. Donc par exemple, faire en sorte de sécuriser les sites physiques, l'infrastructure matérielle, l'infrastructure virtuelle, c'est évidemment quelque chose que AWS va faire. Et ensuite, pour les autres activités, cela va dépendre aussi du type de service que vous allez utiliser. Parce que la certification HDS ne va pas certifier service par service, mais c'est une certification d'ensemble. Donc, par exemple, si je prends l'activité 4, qui est la plateforme d'hébergement, sur certains services, nous allons assurer le patching de l'operating system. Pour d'autres services, ça va être à la charge du client. Donc, il y a quand même une lecture à faire pour comprendre quel est le reste à charge du client. Il y a eu pas mal de débats sur la certification HDS et notamment l'activité 5. Il y a eu une concertation qui a été soumise et qui s'est terminée il n'y a pas si longtemps que ça. Et je mets ici ce que l'ANS a proposé comme nouvelle définition de l'activité 5, à savoir le maintien en condition de sécurité du socle d'infrastructure. Donc ça comprend l'operating system, les middleware, la base de données, la gestion des accès aux tiers qui ne sont pas HDS. Donc, par exemple, si vous devez donner des accès administrateurs à quelqu'un d'autre, ça comprend la gestion des accès et un centre de support aux clients. Donc on voit bien que ça correspond vraiment à la sécurité dans le cloud, c'est la sécurité de l'application dans son ensemble. Et puisque AWS, on met à disposition une plateforme, on ne sait pas ce que vous allez instancier, exécuter dessus, ça ne peut pas être le rôle d'AWS d'assurer ce maintien en condition de sécurité de l'application, ni d'AWS, ni de la plupart des cloud providers également. À savoir que la certification HDS aujourd'hui s'applique sur 3 de nos régions, donc Paris, Irlande et Francfort, et sur la plupart de nos services, à savoir les services qui sont certifiés ISO 27001. Donc maintenant, il faut aussi comprendre, est-ce que vous, en tant qu'établissement de santé ou éventuellement en tant qu'éditeur de logiciel, vous êtes soumis à HDS et comment vous allez pouvoir utiliser la certification HDS d'AWS. Donc, sont soumis à HDS les entités qui hébergent des données de santé
pour le compte du patient ou pour le compte d'autres professionnels de santé. Donc, par exemple, si vous êtes un établissement de santé et que vous allez y mettre dans AWS des systèmes qui ne contiennent les données que de vos patients, nous, notre compréhension, c'est que vous n'êtes pas soumis à HDS, vous, en tant qu'hébergeur de ces systèmes. Par contre, si vous allez faire en sorte de déléguer l'hébergement de ces systèmes à AWS, du moins un ensemble d'activités, AWS doit être certifié et nous le sommes. Mais par contre, pour l'activité 5, vous n'aurez pas besoin vous-même d'être certifié parce que vous allez gérer des systèmes qui ne contiennent des données que de vos patients. Par contre, dans le cadre, par exemple, d'un GHT, vous êtes potentiellement amené à héberger des données qui viennent d'autres établissements de santé, ou dans le cas d'un éditeur de logiciel, là, il va falloir vous êtes soumis à HDS, et soit vous pouvez vous certifier, et là, AWS va faire en sorte de simplifier cela, c'est-à-dire que certaines des activités, certains des contrôles seront pris en charge par AWS et ça va vous simplifier la vie. Soit vous pouvez passer par un partenaire et Claranet expliquera, Christophe de Claranet expliquera ce qu'ils font pour vous aider là-dessus, pour faire en sorte de réaliser, d'être conforme à HDS et aussi de vous aider dans les opérations sur AWS. Donc voilà, en tout cas, c'est important de comprendre cette distinction entre être soumis à HDS ou ne pas être soumis, et qu'est-ce que vous allez pouvoir faire directement ou non sur AWS. J'espère que ça a permis de clarifier la certification HDS, et je passe maintenant la main à Christophe qui va vous expliquer comment est-ce que eux font en sorte de vous aider à cette mise en conformité et aux opérations sur AWS. Merci Julien, merci Nicolas. Bonjour à toutes et à tous. Christophe Jaudry, directeur des opérations chez Claranet, de BU Healthcare. Merci de votre présence sur ce webinaire. Effectivement, Claranet je vais vous présenter la façon dont Claranet maintient la conformité et garantit la sécurité HDS dans le cloud AWS. Comment nous opérons, comment nous pouvons nous mettre en adéquation avec vos modèles et vos besoins. Rapidement, Claranet, une présentation très rapide de Claranet. Nous sommes un groupe d'abord européen, essentiellement, avec la France représentée, donc le moteur de Claranet est bien la France, le Portugal et l'Angleterre. La France, 6 sites, 650 collaborateurs, essentiellement un siège social à Paris, et les 2 autres grands centres de production sont à Lille et à Rennes. Notre mission, elle est essentiellement, et c'est le sujet du jour, essentiellement autour des services managés. Nous sommes là pour moderniser et vous aider à vous transformer votre IT, utiliser et runner vos applications critiques, des data, et notamment en 24/7, avec un portfolio, une offre de services qui peut comporter notamment consulting et services de cybersécurité. Une approche qui est en plusieurs étapes, migration, transformation. On est là pour vous faire profiter de l'avantage du cloud et surtout garder le contrôle avec un sujet fort aujourd'hui qui est autour de la sécurité. Pour reprendre les propos de Nicolas, savoir comment nous, Claranet, pouvons opérer dans AWS et vous aider à vous déployer vos plateformes dans AWS, il faut reprendre ce que nous demande le législateur. Donc Nicolas vous a présenté tout à l'heure les grandes activités de certification HDS. Je les reprends ici. Donc Nicolas a expliqué qu'effectivement AWS était certifié sur les activités 1, 2, 3, 4 et 6. Claranet, nous sommes certifiés sur les 6 activités de notre côté. Mais dans le cadre d'un déploiement AWS, d'un projet AWS, de votre côté, nous allons surtout activer de notre côté l'activité 3, qui est le maintien en condition opérationnelle de la plateforme logicielle. Nicolas donnait l'exemple du patch management. Certains outils, certains produits AWS sont patchés automatiquement par AWS. Parfois, ce n'est pas le cas. Ce sera le rôle de Claranet, justement, d'appliquer ce patch management. Nous sommes là aussi pour opérer les sauvegardes que vous avez mis en place dans AWS. Et surtout, nous retrouvons, nous portons l'activité 5 nécessaire dans certaines typologies de projets, qui est donc l'infogérance d'exploitation. L'activité 5, donc c'est vraiment le chef d'orchestre des autres activités dans son maintien en condition de sécurité, concrètement.
C'est là où nous avons une valeur ajoutée chez Claranet dans le service manager dans AWS. On va la décliner juste après. On reprend ce que nous a demandé donc l'ANS sur l'activité 5, sur la définition de l'activité 5. On a des grandes missions en tant qu'infogéreur sur l'activité 5 sur lesquelles nous devons répondre. Nous avons une grande mission autour de l'infogérance applicative, hein, qui est vraiment là le cœur du sujet, qui est encadrer et gérer les accès de tout tiers devant accéder à l'application métier. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous devons mettre en place des dispositifs et des procédures. L'activité 5, ce ne sont pas que des dispositifs, ce sont des procédures, des processus avec vous pour cadrer et gérer les accès, soit de vos éditeurs, soit de vos prestataires, soit de vos équipes internes. C'est le cœur du sujet HDS. Ça a toujours été le cas du sujet HDS. Que ce soit de l'agrément, c'est-à-dire l'ancien monde, ou le nouveau monde de la certification, on doit savoir qui a fait quoi. C'est ce que nous demande le ministère de la Santé, c'est ce que nous demande l'ANS. C'est la réponse, elle est là. Il faut savoir qui a fait quoi en cas d'incident. C'est le cœur du sujet, systématiquement. Également, une infogérance technique où on nous demande le maintien en conditions de sécurité du socle d'infrastructure HDS et le centre de support unique au client. Donc voilà, on est vraiment dans un rôle de chef d'orchestre en utilisant toute la panoplie d'outils que nous ont présenté Julien et Nicolas dans AWS. Il faut nous voir comme un artisan certifié HDS utilisant une boîte d'outils AWS également certifiée, avec un rôle primordial qui est le maintien en conditions de sécurité de vos plateformes avec tous les outils que nous avons à disposition dans AWS. Si on décline de manière pragmatique ce qu'on nous demande dans l'activité 5, quel est le minimum à charge pour l'infogéreur? Deux grands items, le build, donc la création de la plateforme, le déploiement, le run, quand on est dans le maintien en conditions opérationnelles et le maintien en conditions de sécurité. Voilà les grands sujets qu'on nous demande un minimum à charge de gérer. Le hardening, le chiffrement, Nicolas et Julien ont beaucoup parlé, matrice de flux strict, voilà, on est vraiment de savoir qui fait quoi, mise en place des accès, mise en place de la traçabilité, évidemment pas de composants end-of-life, des composants AWS HDS, scale de vulnérabilité avant mise en production, c'est la proposition de Claranet, et quand nous sommes en phase de run, gérer le patch management, que ce soit avec des processus AWS ou des processus Claranet, scan de vulnérabilité régulier, politique antivirale, c'est le cœur du sujet. On voit bien que l'activité autour des ransomware est juste de plus en plus intense et ça devient absolument critique. Donc une politique antivirale forte. Gestion et revue des accès régulière. C'est bien de mettre des accès en place en phase de build, il faut les maintenir, il faut contrôler. Gestion de la traçabilité, toujours dans le contrôle. Commissionnement et decommissionnement, notamment des bases de données comportant de la donnée de santé. Backup et restauration, le management des backups et restauration. S'assurer qu'on a bien des backups, s'assurer que nous savons restaurer. Et être le premier centre de service, vraiment la first line sur votre plateforme AWS en 24/7. Si on décline ces sujets, voilà un peu la proposition Claranet pour le maintien en condition conformité HDS globalement dans AWS. Une veille en vulnérabilité systématique. Voilà, on regarde ce qui se passe sur les stacks techniques que vous avez déployés, que nous avons déployés pour vous dans AWS. Bastion portail, c'est la clé HDS. Il faut savoir, je le répète, qui a fait quoi. Voilà. Avec des propositions, des processus qu'on peut mettre en place. Par exemple, on peut très bien dire, ben là, le week-end, cette équipe-là, chez nous, doit ne pas toucher aux plateformes HDS. C'est la proposition de Claranet. On doit être en mesure de bloquer telle équipe chez vous ou auditer telle équipe chez vous. Si vous avez, voilà, votre RSI nous dit, voilà, je veux savoir quel développeur, si les stagiaires accèdent à ma plateforme, qu'on est en mesure, avec tous les outils AWS et les processus Claranet, de vous dire qui a accédé à votre plateforme. On doit vous le dire. Scan de vulnérabilité, on en a parlé. Le hardening, donc le hardening, il peut avoir différents aspects. Hein. C'est soit on fait de la machine virtuelle dans AWS EC2, on porte l'OS, c'est Claranet qui porte le hardening de l'OS. Si on utilise des services PaaS, des services un peu innovants côté AWS, le hardening va être du côté AWS. C'est vraiment, on est vraiment dans la répartition des rôles entre Claranet et AWS dans cette fameuse activité de maintien en conditions opérationnelles autour de tout ce qui est plateforme logicielle. Gestion de clé de chiffrement, pardon.
Julien en a beaucoup parlé, c'est clé, c'est absolument clé dans le cadre de HDS, ça rassure tout le monde. Le patch management, indispensable, définition du planning, des assets concernés, mise en œuvre de l'outillage, automatisation, exécution mensuelle ou trimestrielle en fonction des stacks techniques que vous avez mis en place dans AWS. Et authentification double facteur obligatoire chez Claranet. Et nous, on vous propose en option un dispositif pour gérer également le double facteur chez vous, de vos prestataires, de vos éditeurs, de vos équipes internes. Pour faire tout ça, on a une super boîte à outils côté AWS. On a parlé des KMS, on a parlé du CloudTrail. Donc, on a vraiment tous ces items, gestion des accès, les contrôles, la protection de l'infrastructure, la protection de la donnée, la réponse à incidents. On a une formidable boîte à outils côté AWS qu'on utilise à plein pour vraiment mettre en place une sécurité opérationnelle de bout en bout de votre plateforme. En fonction de votre typologie de plateforme, on va déployer tel outil. On ne va pas tout déployer, mais voilà, on a tout ça à disposition. Donc nous, voilà, vraiment en tant qu'artisan HDS dans AWS, qu'on monte votre projet ensemble. Voilà ce qu'on va regarder, quels outils on va pouvoir utiliser côté sécurité AWS. Un premier exemple d'infogérance, par exemple. Ça, c'est une architecture très orientée sur des projets IaaS. Voilà. C'est parfois la première étape de la migration AWS. Je prends ma plateforme telle qu'elle est, je la mets dans AWS. Quelle est la proposition de Claranet pour assurer le maintien en conditions opérationnelles et sécurité dans AWS? On va proposer une landing zone qui est la mutualisée côté Claranet avec nos outils que nous avons déployés dans AWS, avec des outils AWS et des outils Claranet qui permettent à l'administrateur Claranet de gérer la sécurité de vos plateformes AWS, du bastion, de la gestion de log, de la gestion de proxy, l'antivirus, la supervision, un Active Directory pour gérer les accès. Donc une landing zone comme ça qui est accrochée à votre plateforme et qui permet à nous et à vous de manager votre plateforme de développement, de production dans AWS avec vraiment tous les outils, les processus HDS sécurité qui sont en place. Une autre approche, c'est un second exemple d'infogérance, une approche plus DevOps qu'on peut vous proposer. Nous proposons aux acteurs voulant aller dans AWS. C'est une approche basée autour d'un outil qui s'appelle Terraform, qui permet en fait de monter des chaînes de CI/CD, un dispositif d'intégration continue et de déploiement continu, avec un dispositif de checkpoint côté Claranet. Comment ça se passe? Le workflow est en deux étapes. Une grande étape de Terraform Plane. Donc, vos équipes proposent, voilà, on a mis ensemble au départ, on a posé les standards HDS de votre plateforme, le standard de sécurité. Et puis, vos équipes vont vouloir builder, mettre à jour via cette chaîne de CI/CD votre plateforme, de manière un peu continue, de manière agile. Si on reste sur l'ancien modèle, le modèle précédent, c'est je fais un ticket à Claranet, je mets en prod, j'attends la mise en prod. Là, on vous propose un autre dispositif avec le Terraform. Première étape, vous planifiez vos Terraform, donc vos scripts Terraform. Vous les proposez en merge request à Claranet, un ticket est créé automatiquement. Et un builder Claranet va vérifier le script Terraform, va vérifier qu'on est bien dans les standards que nous avons mis ensemble, que nous avons définis ensemble, que nous sommes bien dans les standards de sécurité HDS que nous avons définis au début de votre projet. Vérifier que vous n'avez pas cassé le réseau, que vous n'avez pas mis en pâture une base de données trop proche du net, que vous êtes toujours sur les stacks techniques qui sont pas end of life. Voilà. C'est une relecture de votre Terraform. Et une fois que c'est validé, on valide, on merge et on applique le script Terraform. Ce modèle-là permet du déploiement de tout type de service AWS, concrètement, plus innovant, sortir un peu de l'AVM, aller chercher du service pass. Là, vous êtes agile, vous êtes HDS avec un checkpoint Claranet, concrètement, et vous avez une chaîne CI/CD où vous pouvez déployer en continu votre plateforme, faire vivre en continu votre plateforme.
Alors, pour choisir son modèle d'infogérance, nous avons une méthodologie qui est connue. On va d'abord voir ensemble ce que vous avez. Alors, si c'est un projet from scratch, les premières étapes ne sont pas appliquées, mais si vous avez un projet existant, une plateforme, un système d'information à déployer, à vouloir migrer dans AWS, on va vous poser quelques questions. Est-ce que vous disposez d'un inventaire exhaustif, la documentation de votre SI, quelle est votre roadmap applicative sur votre projet? Est-ce que telle application est cloud ready? Est-ce que vous voulez la transformer? Est-ce que vous voulez la migrer telle qu'elle? Quelle est la part de temps à consacrer que vous avez sur ce projet? Prendre des décisions ensemble. Quelle est l'ouverture au cloud que vous voulez allouer? Quel est le budget? Quelle est l'équipe en place que vous avez mis ensemble? La volonté d'externalisation? Est-ce qu'on est sur de la masse migration? Est-ce que vous voulez faire du lotissement? Toutes ces questions-là. On définit ensemble la roadmap, une roadmap qui est toujours en fil rouge RGPD et HDS. Quel est le degré d'automatisation voulu? On vous accompagne, chef de projet, organe de gouvernance dédié si vous voulez, ou dispositif plus léger si le projet est plus léger. Le degré d'urgence, les délais maximum. Et après, on industrialise, on met en place et on run, maintien en condition opérationnelle, maintien en condition sécurité, avec des modèles d'infogérance vus plus tôt, modèles plutôt classiques, des modèles DevOps qui vous permettent vraiment, en fonction de vos projets, de vous transformer votre IT dans AWS. Et je repasse la parole à Philippe pour les questions, la séance de questions-réponses.